Chapitre 1, l'illusion du contrôle. Maxwell Max Donagh observait en silence Vivant, sa femme depuis 22 ans, jeter ses vêtements sur la pelouse trempée de pluie de leur maison de banlieue de Boston. Les voisins jetaient un coup d'œil à travers les rideaux, observant le spectacle en faisant semblant de ne rien remarquer. « Tu es un vieux fou pathétique », hurla Vivant, le visage crispé de rage et de triomphe. « Les enfants et moi, c'est fini. On a tout vidé. » Même leurs jumelles, Audrey et Pénélope, 19 ans, rentrées de l'université, se tenaient sur le seuil, les bras croisés, l'air méprisant. Derrière elles se tenait un homme que Max reconnut, Terence Walsh, le professeur de tennis de sa femme depuis 8 mois. Max hocha simplement la tête, l'air abattu. « Très bien, » dit-il doucement, son visage ne trahissant rien. Vivant lui jeta son portefeuille, vidé de tout sauf de son permis de conduire. « Tu peux garder ta triste identité, » ricana-t-elle. « Tout le reste m'appartient maintenant. » La pluie se mit à tomber plus fort tandis que Max rassemblait ses affaires éparpillées dans un petit sac marin. Terence s'avança et passa un bras autour de la taille de Vivant d'un air possessif. Max remarqua le léger tressaillement de sa fille, mais resta silencieux. « Tu devrais savoir, » dit Terence avec un sourire narquois. « Ta famille prépare ça depuis des mois. Vivien est très satisfaite de moi. » Max leva les yeux vers la maison qu'il avait achetée 15 ans plus tôt. Cette demeure de style colonial représentait tout ce pourquoi il avait travaillé, du moins c'est ce que Vivant croyait. Tandis que des éclairs zébraient le ciel, le coin des lèvres de Max se contracta imperceptiblement. « Je m'en vais alors, » dit-il calmement en se tournant vers sa Honda Civic tachée de boue. La voiture que Vivien avait affirmé lui suffire pendant qu'elle conduisait la Mercedes. « Attends » cria soudain Audrey. « Papa, moi, Audrey » s'exclama Vivien. « Monte. » Il fit ses choix. Max s'éloigna en silence, l'air brisé aux yeux de tous. Mais ceux qui auraient pu apercevoir son regard n'y auraient pas vu de la dévastation, mais une concentration froide et calculée. À 3 kilomètres de là, Max se gara sur le parking d'un motel délabré et s'enregistra en utilisant l'argent liquide d'une poche cachée de sa veste. Une fois seul dans la chambre spartiate, il sortit un téléphone prépayé et composa un numéro de mémoire. « C'est commencé », dit-il simplement. Exécuter la première phase. La saga familiale Donagh n'avait pas commencé par une trahison. 25 ans plus tôt, Maxwell Donagh était un brillant mais socialement maladroit étudiant en biochimie au MIT. Ses recherches sur de nouveaux systèmes d'administration de médicaments avaient attiré l'attention de géants pharmaceutiques. Mais Max était resté discret. Sa famille lui avait inculqué la prudence. Des leçons apprises de son grand-père, qui avait fui la Russie soviétique avec des secrets scientifiques et une fortune en diamants cousus dans la doublure de son manteau. Lorsque Max avait rencontré Vivien Lockhart lors d'une réception universitaire, il avait été immédiatement captivé par son charme et son aisance sociale. Elle étudiait le marketing, issue d'une famille de la classe moyenne avide de bonnes choses. Leur cours avait été rapide, Vivant semblant déceler, au-delà de sa maladresse, le potentiel caché. Ce qu'elle ignorait, c'est que Max avait déjà obtenu des brevets valant des millions et bâti en secret un empire pharmaceutique grâce à des sociétés écrans et des partenariats tacites. Son apparente modestie était intentionnellement une habitude d'autoprotection inculquée par son grand-père. « Ne leur montre jamais ce que tu possèdes vraiment », avait averti son grand-père. « Dès qu'ils connaissent ta valeur, tu deviens une cible. » Max avait suivi ce conseil à la lettre, se présentant comme un chercheur scientifique à succès modéré tout en construisant soigneusement son empire en secret. Il voulait un partenaire qui valorise sa personne, et non sa fortune. La Honda, la maison modeste dans un quartier scolaire aisé, autant de tests que Vivant avait échoué sans savoir qu'elle était mise à l'épreuve. Mais il y avait plus que ça. 3 ans plus tôt, Max avait commencé à remarquer des changements chez Vivant, des appels téléphoniques secrets, des absences inexpliquées, un regain d'intérêt pour son apparence. Il avait engagé un détective privé qui avait confirmé ses soupçons. Vivant avait eu une série d'aventures. Au lieu de la confronter immédiatement, Max avait commencé à planifier méticuleusement. Le déclic fut lorsqu'il découvrit que Vivant et son dernier amant, Terence, transféraient systématiquement des fonds de ce qu'elle croyait être leur compte joint principal vers des comptes privés à son nom. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce compte contenait moins de 2% de la fortune réelle de Max. Plus troublant encore fut la découverte que ses filles s'étaient retournées contre lui après des années de manipulation subtile de Vivant. Des histoires sur la façon dont il les freinait financièrement, sur la médiocrité qui les empêchait d'avoir tout ce que leurs amis possédaient. Assis dans la chambre miteuse du motel,
Max ouvrit son ordinateur portable et se connecta à un serveur sécurisé. Sur l'écran défilèrent des images de caméras cachées montrant Vivant, Terence et ses filles faisant la fête dans son salon, dégustant sa rare collection de whisky qu'il avait soigneusement constituée. À la libération de la médiocrité, Vivant trinqua en trinquant avec Terence. Max zooma sur les visages de sa fille. Derrière leur sourire, il décelait une certaine incertitude. Il prit note. Il y avait peut-être encore de l'espoir pour elle. Sur un autre écran, il afficha le dossier détaillé de Terence Walsh, ancienne star du tennis universitaire, aujourd'hui entraîneur spécialisé dans les clientes fortunées. 3 divorces, chacun lui rapportant des sommes conséquentes. Un schéma de manipulation et de séduction calculé. Max ferma l'ordinateur portable et s'adossa au lit, les yeux rivés au plafond. La première leçon de biochimie, se murmura-t-il, est que chaque réaction peut être contrôlée si l'on en comprend les composantes. Chapitre 2, la toile d'araignée. Le lendemain matin de l'expulsion triomphale de son mari par Vivien, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant la résidence d'Onag. Vivant soignait la gueule de bois, toujours dans sa robe de chambre en soie, tandis qu'elle scrutait à travers les rideaux. « Qui est-ce donc » demanda Terence en la rejoignant à la fenêtre, torse nu. 2 hommes en costume impeccable s'approchèrent de la porte. Lorsque Vivant l'ouvrit, ils affichèrent des visages impassibles et professionnels. « Madame d'Onag » demanda l'homme le plus grand. « Oui, je suis Gregory Reeves, du Sentinel Financial Group. Voici mon collègue, Monsieur Woodward. Nous devons vous parler de questions financières urgentes. » Terence s'avança. « Je suis son associé. Tout ce que vous pouvez lui dire, vous pouvez me le dire. » Monsieur Reeves lui jeta un coup d'œil. Puis se tourna vers Vivant. « Comme vous le souhaitez. » Il lui tendit un document dans une chemise en cuir. « Ceci requiert votre attention immédiate. » Vivant parcourut le document, le visage devenant de plus en plus pâle. « C'est impossible. » Il possède quoi? Le document détaillait la propriété de Maxwell Donag d'Helix Pharmaceuticals, une société de biotechnologie valorisée à plus de 3,2 milliards de dollars, ainsi que de nombreux autres actifs et propriétés sur 4 continents. Plus choquant encore, il indiquait que la maison où elle se trouvait n'appartenait ni à l'un ni à l'autre, mais à une fiducie contrôlée uniquement par Maxwell. « C'est impossible, balbutia-t-elle. Max est chercheur scientifique. Il gagne 120 000 dollars par an. Le salaire de Monsieur Donag, versé par l'Institut de recherche, n'est qu'une simple indemnité qu'il accepte pour faire bonne figure, expliqua Monsieur Reeves. Il est en réalité l'actionnaire majoritaire et le principal détenteur du brevet d'Helix Pharmaceuticals, qu'il a fondé au nom de son grand-père il y a 18 ans. J'ai donc droit à la moitié. Vivien déclara se remettre légèrement. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Monsieur Reeves a conservé son attitude professionnelle. Ce qui m'amène au deuxième point. Vous occupez actuellement une propriété appartenant à l'Alexander Donag Trust, portant le nom du grand-père de Monsieur Donag. Vous n'y avez aucun droit légal. Nous sommes ici pour vous informer que vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Terence prit le document. C'est sa femme. Vous devriez peut-être consulter la dernière page. Monsieur Woodward prit la parole pour la première fois. Vivant tourna la page et trouva un contrat de mariage signé par elle. Un document qu'elle se souvenait avoir signé, mais qu'on lui avait dit être un supplément standard à un acte de mariage. L'accord stipulait qu'en cas de divorce, surtout en cas d'infidélité de sa part, elle perdrait tout droit sur les biens et les entreprises de la famille Maxwell. « Il m'a piégé », murmura-t-elle. L'accord a été validé par 3 juges distincts ce matin, poursuivit Monsieur Reeves. De plus, nous disposons de documents attestant de vos virements systématiques depuis le compte joint, ce qui constitue une fraude financière. Monsieur Donag a choisi de ne pas porter plainte pour le moment, à condition que vous respectiez l'avis d'évacuation. Alors que les hommes se retournaient pour partir, Monsieur Reeves ajouta, « Oh, et Madame Donag, les véhicules immatriculés à cette adresse, la Mercedes, le Range Rover et les voitures de votre fille, appartiennent également à la fiducie. Les clés, s'il vous plaît. » Vivant resta figé dans l'embrasure de la porte tandis que les hommes partaient, la laissant avec le document qui bouleversait son univers. Derrière elle, Terence était déjà au téléphone, appelant quelqu'un avec frénésie. « Il faut qu'on parle », siffla-t-il en s'éloignant d'elle. « Ça change tout. » De l'autre côté de la ville, dans une luxueuse maison de quartier, inconnue de sa famille, Max était assis en face de son ami de longue date et conseiller en sécurité, Ford Montgomery.
Ancien officier du renseignement naval, Ford était la seule personne à qui Max avait confié sa véritable situation dès le début. Votre femme a reçu l'avis, confirma Ford en glissant une tablette sur la table montrant les images de surveillance du domicile de Max. Terence passe déjà des coups de fil. À qui? Son ex-femme à Philadelphie, celle qui a le plus d'argent. Il semble envisager des stratégies de sortie. Max hocha la tête, sans surprise. Et mes filles? L'expression de Ford s'adoucit légèrement. Elles n'étaient pas chez elle. D'après le GPS de leur téléphone, elles sont à la bibliothèque universitaire. Max se tourna pour contempler la silhouette de Boston. Qu'a capté la surveillance audio hier soir, après mon départ? Ford tapota la tablette et le son se déclencha. La voix d'Audrey. Maman, était-ce vraiment nécessaire? Jeter ses affaires sur la pelouse comme ça. Vivant, il méritait pire pour nous avoir retenus toutes ces années. Pénélope, mais tu as dit qu'on avait besoin de sa signature pour ses transferts de fonds pour les études. Si tu l'as humilié, Vivien, ne t'inquiète pas. Ton père est un lâche. Il signera tout ce que je lui présenterai pour maintenir la paix. L'enregistrement continuait, révélant l'ampleur des manipulations de Vivant sur leur fille et ses plans pour obtenir le plus d'argent possible avant de demander le divorce. Ils sont empoisonnés contre moi, dit Max doucement. Mais pas complètement. Quelle est ta prochaine étape? Demanda Ford. Vivien croit me connaître. C'est son erreur fondamentale. Elle me trouve prévisible, faible. Max sortit un petit carnet et nota quelque chose. As-tu fini de faire le travail de fond sur sa famille? Ford hocha la tête, affichant d'autres dossiers. Son père est mort il y a 10 ans, lourdement endetté. Sa mère, Lillian, est dans une résidence pour personnes âgées dans le New Hampshire. Vivant paie le minimum pour ses soins et lui rend visite 2 fois par an. Son frère, Calvin Lockhart, a purgé une peine pour fraude et travaille maintenant chez un concessionnaire automobile du Vermont. Ils se parlent tous les mois, généralement lorsqu'il a besoin d'argent. Et l'homme qu'il a présenté à Terence, Douglas Apprentice, son patron dans l'agence de marketing. Lui et Terence ont un arrangement de longue date. Terence verse une commission à Douglas pour le mettre en relation avec des femmes mariées fortunées. Max a fermé son carnet. Parfait. La phase 2 commence demain. En attendant, organisez un rendez-vous confidentiel avec Monsieur Holly à la résidence Riverside Assisted Living. J'aimerais rendre visite à la mère de Vivant. Max a dit prudemment. Êtes-vous sûr de tout ça? Vous pourriez simplement repartir avec votre argent et repartir à zéro. Le regard de Max s'est durci. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de justice. Quand on trahit la confiance de quelqu'un, il doit y avoir des conséquences. Chapitre 3. Le premier domino. Le café en face du campus universitaire était bondé d'étudiants. Quand Audrey et Pénélope Donag sont entrées, les jumelles avaient toujours été proches, identiques en apparence, mais différentes de tempérament. Audrey plus analytique, Pénélope plus empathique. Toutes deux étaient visiblement tendues. Il est en retard, remarqua Pénélope en consultant à nouveau son téléphone. Il sera là, répondit Audrey en scrutant la foule. C'était leur père, qui leur avait envoyé un SMS le matin même pour demander un rendez-vous, malgré les avertissements de leur mère de ne pas le contacter. La curiosité l'avait emporté. Max entra à midi pile, vêtu non pas de sa tenue universitaire froissée habituelle, mais d'un costume anthracite parfaitement coupé. La transformation était si frappante que ses filles faillirent ne pas le reconnaître. Merci d'être venu, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Maman paniquerait si elle savait que nous sommes là, dit Pénélope nerveusement. C'est vrai, demanda Audrey directement. À propos de l'entreprise, de l'argent? Max les observa attentivement. Oui, tout dans ces documents est exact. Pourquoi? La voix de Pénélope se brisa. Pourquoi nous as-tu laissé croire que nous étions de la classe moyenne? Sais-tu combien de prêts étudiants nous avons contractés? Tu n'as pas de prêts étudiants, répondit calmement Max. Tes études sont entièrement financées depuis avant ta naissance. Les prêts que ta mère t'a montrés étaient truqués. Les jumelles échangèrent des regards choqués. C'est impossible, protesta Audrey. J'ai signé les documents moi-même. Max glissa 2 dossiers sur la table. Voici vos véritables documents financiers à tous les deux. Le fonds fiduciaire créé pour chacune de vous contient actuellement environ 3 millions de dollars, qui seront accessibles à tes 25 ans.
Les filles fixèrent les documents, incrédules. Pourquoi maman mentirait-elle à ce sujet, chuchota Pénélope. C'est une question que tu devrais lui poser, répondit Max, mais surtout, j'ai besoin de savoir quelque chose de vous deux. Saviez-vous pour Terence avant hier? Les jumelles échangèrent des regards gênés. Nous l'avons rencontré il y a 3 mois, admit Audrey. Maman a dit qu'il était son entraîneur personnel au début, mais c'était évident et tu ne me l'as pas dit. Maman a dit que On avait un arrangement. Pénélope dit sur la défensive que tu étais froid et distant et que tu avais tes propres affaires. L'expression de Max resta neutre, mais une lueur passa dans ses yeux. Je vois, papa. Audrey se pencha en avant. Que va-t-il se passer maintenant? Maman a reçu une notification légale ce matin, et elle a crié au téléphone avec des avocats toute la journée. Ta mère et moi, c'est fini, dit simplement Max, quant à la suite, cela dépend aussi en partie de toi. Que veux-tu dire? Demanda Pénélope. Je te propose un choix. Tu peux te ranger du côté de ta mère, auquel cas je n'interviendrai pas, mais je ne te donnerai pas non plus au-delà de ce qui te fait confiance, ou tu peux entretenir des relations avec nous deux indépendamment, où il marqua une pause. Tu peux m'aider. T'aider quoi? Les yeux d'Audrey se plissèrent. Comprendre toute l'ampleur de la tromperie. Max regarda sa montre. Je n'attends pas de réponse aujourd'hui. Prends le temps de réfléchir. Vérifie les informations que je t'ai données. Pose à ta mère des questions difficiles. Il se leva, laissant une carte de visite à chacun d'eux. Celle-ci contient mon numéro privé. Je loge à l'hôtel Harborview, pas au motel où ta mère me croit. Quand tu seras prêt à me reparler, appelle-moi. Alors qu'il s'éloignait, Pénélope l'appela. Papa, comptais-tu nous parler de l'argent, de l'entreprise? Max se retourna. À tes 25 ans, tu aurais tout appris. Je voulais que vous développiez tous les deux votre indépendance, que vous connaissiez vos propres capacités avant que la richesse ne complique les choses. Sa voix s'adoucit légèrement. Mon grand-père m'a appris que la vraie personnalité se révèle quand on pense que personne d'important ne nous regarde. Plus tard dans l'après-midi, Max était assis en face de Lillian Lockhart dans la véranda ensoleillée de la résidence Riverside. À 73 ans, Lillian restait vive d'esprit malgré sa fragilité physique. Tu n'es pas ce que j'imaginais, dit-elle en l'observant. Vivant a toujours décrit comme timide. Les apparences peuvent être utiles, répondit Max, Madame Lockhart, je m'excuse d'être arrivé à l'improviste, mais je crois que nous avons des choses à discuter concernant votre fille. Le rire de Lillian était cassant. De quelle version de ma fille voulez-vous parler? Celle qu'elle vous montre ou la vraie Vivant? J'aimerais entendre parler de la vraie Vivien. Pendant l'heure qui suivit, Lillian dépeignit le portrait d'une fille calculatrice depuis son enfance, manipulant les situations à son avantage, rejetant la faute sur les autres, abandonnant ceux qui ne lui servaient plus. Elle m'a fait emménager ici après la mort de Walter, expliqua Lillian en désignant l'établissement. Elle a dit à tout le monde que c'était les meilleurs soins possibles. Ce qu'elle omet de dire, c'est que je suis dans la chambre la plus basique qu'il propose, tandis qu'elle déduit le maximum pour les soins aux personnes âgées de ses impôts. Madame Lockhart, dit Max prudemment. Seriez-vous prête à faire une déclaration au sujet de certaines conversations que vous avez eues avec Vivant? Notamment concernant ses projets de mariage. Lillian plissa les yeux. Qu'avez-vous en tête? Justice, répondit simplement Max. Lorsqu'il partit 1 heure plus tard, Max avait une déclaration sous serment signée et un enregistrement vocal détaillant les projets de longue date de Vivant de passer de Max à un niveau supérieur. Elle avait tiré le meilleur parti de leur mariage. Son prochain arrêt fut le Vermont, où Calvin Lockhart fermait le parc de voitures d'occasion pour la journée. Calvin, une version masculine plus petite de Vivant avec le même charme manipulateur, se montra d'abord hostile jusqu'à ce que Max évoque une opportunité commerciale potentielle. Autour d'un verre dans un bar voisin, Max écouta Calvin, détendu par l'alcool, révéler des années de confidence de sa sœur sur ses activités extra-conjugales et ses intrigues financières. Elle disait toujours que tu étais son gagne-pain en attendant mieux, marmonna Calvin. Sans vouloir t'offenser, mec. Pas de prise, répondit Max d'un ton calme. Seriez-vous intéressé par des honoraires de consultation pour m'aider à mieux comprendre les habitudes de votre sœur? Les yeux de Calvin s'illuminèrent à la mention d'argent. De quel genre d'honoraires parlons-nous? À minuit, Max avait une autre déclaration sous serment et les coordonnées bancaires pour les services de consultation de Calvin. Alors que Calvin titubait vers un taxi,
il ignorait qu'il venait de vendre sa sœur à l'homme même qu'elle avait sous-estimé pendant des décennies. De retour dans sa suite d'hôtel, Max mit à jour son carnet avec les conclusions de la journée. Ford arriva avec des dossiers supplémentaires. L'apprenti Douglas a accepté le rendez-vous pour demain, rapporta Ford. J'ai compilé les documents financiers que vous avez demandés à l'agence de marketing ou Travail Vivant. Excellent. Max a étudié les nouvelles informations. Y a-t-il eu du nouveau de la part de Terence? Il s'est enregistré au Marriott de l'aéroport il y a 2 heures. Il a payé en espèces. Il a essayé d'appeler vos filles 3 fois. Elles n'ont pas répondu. Max hocha la tête, satisfait. Les premiers dominos tombaient exactement comme prévu. Et Vivant était toujours à la maison en train de faire ses valises. L'essentiel. Elle a appelé 17 avocats différents aujourd'hui. Aucun n'a accepté de prendre son dossier. Parce qu'il n'y en a aucun à Boston qui n'ait de conflit d'intérêt avec mes entreprises, dit Max avec un léger sourire. Une coïncidence utile. Ce n'en est pas une, corrigea Ford. C'est 10 ans de mandat juridique stratégique que vous payez. Max ferma son carnet. Demain, nous rendrons visite à Monsieur Apprentice. Et puis, on accélère. Chapitre 4. L'architecte de la douleur. Le bureau d'angle de Douglas Apprentice chez Meridian Marketing Group témoignait de son estime de soi démesurée. Des récompenses étaient alignées sur les murs, même si un perspicace aurait pu remarquer qu'il s'agissait surtout de reconnaissance de participation plutôt que de véritables réalisations. Monsieur Donahue, dit-il avec une fausse chaleur lorsque Max entra. Quelle agréable surprise. Cependant, je dois dire que, compte tenu des circonstances avec Vivant, c'est un peu gênant. Max prit le siège offert et posa une fine mallette sur ses genoux. J'apprécie que vous ayez pris le temps, Douglas. Je crois savoir que vous et ma femme travaillez en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Collègue professionnel uniquement, dit rapidement Douglas. Cependant j'ai été désolé d'apprendre votre situation familiale. Et vous? Demanda Max d'un ton léger. C'est intéressant, sachant que vous avez présenté ma femme à son partenaire actuel il y a environ 8 mois, lors du gala de charité du Westridge Country Club. Le sourire de Douglas s'est estompé. Je ne comprends pas bien de quoi vous parlez. Max a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier. J'ai des déclarations de cette femme attestant de votre arrangement avec Terence Walsh. Vous identifiez des femmes mariées malheureuses disposant de ressources financières, vous les présentez à Terence et recevez une commission de 10% sur tout ce qu'il leur extorque financièrement. Douglas a perdu ses couleurs. C'est absurde. Complètement infondé, n'est-ce pas? Voici des relevés bancaires attestant des virements de Terence vers votre compte offshore aux îles Caïmans. Et là, continua Max, des photos posées constituent une preuve visuelle de vos rencontres avec Terence avant et après le début de sa relation avec Vivant. Douglas déglutit difficilement. Que voulez-vous? Premièrement, votre démission de ce cabinet avec effet immédiat. Deuxièmement, une déclaration complète détaillant votre arrangement avec Terence, notamment en ce qui concerne ma femme. Troisièmement, vous transférerez toutes les commissions que vous avez perçues grâce à la situation de ma femme à une association caritative de mon choix. Vous ne pouvez pas prouver que tout cela tiendrait devant un tribunal, a fulminé Douglas, bien que sa confiance ait été visiblement ébranlée. Le sourire de Max n'a pas atteint ses yeux. Douglas, vous vous méprenez. Je ne menace pas de poursuite judiciaire. Je vous offre le choix entre une exposition publique humiliante qui détruira votre carrière et votre vie personnelle, ou une démission discrète, votre réputation étant quasiment intacte. Et si je refuse? Max se leva et rassembla ses documents. Demain à la même heure, chaque client de Meridian Marketing recevra un dossier détaillé sur vos activités. De plus, votre femme recevra des preuves de votre relation avec votre assistante, Monica. À vous de choisir. Alors que Max sortait, Douglas l'a interpellé. Elle ne vous a jamais aimé. Vous savez, Vivian. Elle cherchait toujours mieux. Max marqua une pause sans se retourner. Je sais que la différence, c'est que j'ai fini de chercher. Vivian Donag avait passé la journée dans une panique croissante. Les déménageurs qu'elle avait engagés ont refusé de continuer à emballer lorsqu'ils ont reçu un appel de leur répartiteur au sujet d'un litige immobilier. Ses cartes de crédit avaient été refusées à l'hôtel où elle avait tenté de réserver une chambre. La banque avait gelé les comptes qu'elle pensait contrôler. Le plus inquiétant, c'est qu'aucun des avocats qu'elle avait contactés n'avait accepté de prendre son dossier dès qu'ils avaient entendu le nom de son mari.
Lorsque son téléphone portable a sonné et affiché le numéro de son frère, elle a répondu avec désespoir. Calvin, Dieu merci. J'ai besoin de ton aide. Désolé, ma sœur. La voix de Calvin était étonnamment sobre. Je ne peux pas t'aider. De quoi parles-tu? J'ai besoin d'un endroit où dormir. Juste quelques jours, le temps que je règle ça. Tu ne comprends pas, a répondu Calvin. Je ne peux plus jamais m'occuper de toi. Quoi? Pourquoi pas? Votre mari m'a rendu visite, dit Calvin. Il m'a montré des documents intéressants. Il s'avère que les prêts que j'obtenais de vous venaient en fait de lui depuis le début. Et maintenant, j'ai une vraie offre d'emploi. Un travail légitime dans une entreprise légitime. Il ne me restait plus qu'à dire la vérité à votre sujet. Adieu, vivant, un coup de poignard dans le dos. Calvin l'interrompit. Ne m'appelle plus. La ligne fut coupée, laissant Vivant les yeux rivés sur son téléphone, incrédule. Elle essaya immédiatement d'appeler ses filles, mais elles tombèrent toutes les deux directement sur la messagerie. Lorsqu'on sonna à la porte, elle se dépêcha de répondre, espérant que ce serait Max qui viendrait négocier. Au lieu de cela, elle tomba sur un coursier avec un autre document juridique. Celui-ci provenait de son employeur, Meridian Marketing Group, qui la licenciait avec effet immédiat. Le motif invoqué était des conflits d'intérêts non divulgués et une violation des règles d'éthique de l'entreprise. Vivant s'effondra dans l'escalier, le papier serré dans ses mains tremblantes. En seulement 24 heures, son monde soigneusement construit se désintégrait. Ce n'était plus le Maxwell qu'elle connaissait. L'homme passif et conciliant qui évitait les conflits à tout prix. Son téléphone sonna de nouveau. « Terence, il faut qu'on parle », dit-il sans préambule. « Ce type avec qui tu es marié. Qui est-il vraiment? Je ne sais plus. » Vivian a admis qu'il ne se comportait pas comme il se doit. « Eh bien, je viens de me faire virer du country club. Apparemment, ton mari a pris une participation majoritaire ce matin et m'a fait licencier. Et mes comptes bancaires sont gelés. Peux-tu venir? Il faut qu'on règle ça ensemble. » Il y eut un silence révélateur. En fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on calme les choses un moment. Ce type est visiblement lié, et je ne veux pas empirer les choses. Tu me quittes? Vivant n'en croyait pas ses oreilles. Écoute, appelle-moi quand ce sera fini. Je vais rester chez une amie hors de l'État pendant un moment. Avant qu'elle puisse répondre, la ligne fut coupée. Vivant regarda autour d'elle la maison qui ne lui appartenait plus, et des cartons à moitié remplis qu'elle ne savait plus où envoyer, et pour la première fois, elle ressentit une véritable peur. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Le restaurant Harborview, 20h ce soir. Venez seul si vous souhaitez négocier. Monsieur Max était assis à une table privée dans le très exclusif Harborview, le restaurant le plus prestigieux de Boston. De là, il pouvait voir toute la salle tout en restant partiellement isolé. Il regarda sa montre. 19h58. Vivant arriva à 20h précise, l'air nettement moins soigné que d'habitude. Elle s'était visiblement habillée pour lui plaire, une robe bleue classique qu'il avait complimentée autrefois, une coiffure à sa façon, un maquillage subtil. En s'approchant de sa table, ses yeux s'écarquillèrent devant son apparence. Le Max qu'elle connaissait portait un pantalon kaki froissé et une chemise boutonnée. Ce Max-là portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus d'un mois de loyer, avec une assurance tranquille qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venu, » dit-il en se levant légèrement lorsqu'elle prit place. « Tu as été très occupé, » répondit-elle en s'efforçant d'avoir l'air confiante. Vraiment, il désigna le vin déjà servi. « Ton chardonnay préféré? » Vivant le laissa tel quel. « Qu'est-ce que c'est, Max? À quel jeu joues-tu? » Pas de jeu, Vivien. Juste la vérité, enfin. Il ouvrit une tablette et la lui glissa. Voici mes conditions. Vivant lut le document, son visage oscillant entre l'incrédulité, la colère et enfin la peur. C'est insensé, murmura-t-elle. Tu ne me donnes rien. Un petit appartement dans le New Hampshire, près de l'établissement de ma mère, une allocation mensuelle qui couvre à peine l'essentiel. Pas de somme forfaitaire, pas de propriété. Considérant l'alternative, la faillite et d'éventuelles accusations de fraude, je trouve que c'est plutôt généreux, répondit Max d'un ton neutre. Les tribunaux ne permettraient jamais cela. Aucun juge ne le permettrait.
Tous les juges aux affaires familiales du Massachusetts ont des enfants ou des petits-enfants qui ont bénéficié de bourses créées par ma fondation. Max l'interrompit. Tous les grands cabinets d'avocats ont des liens avec mes entreprises. Ce n'est pas une négociation, Vivien. C'est une offre de clémence que tu ne mérites pas, Vivien perdit son sang-froid. 22 ans, Max. Ça ne te dit rien? Ça voulait tout dire pour moi, répondit-il, sa voix trahissant enfin une profonde colère contenue. Je t'ai donné ma confiance, mon nom, ma loyauté. Tu m'as menti. J'ai fait des erreurs, certes, mais des erreurs. Le rire de Max était creux. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est dire quelque chose de blessant sous l'effet de la colère. Ce que tu as fait était une trahison calculée, année après année. Il sortit des photos d'elle avec non seulement Terence, mais 3 autres hommes au cours des 5 dernières années, des relevés bancaires montrant ses détournements systématiques d'argent, des transcriptions de ses conversations avec sa mère et son frère au sujet de son projet de le quitter une fois qu'elle aurait réuni assez d'argent. « Depuis combien de temps me surveilles-tu » demanda Vivant d'une voix basse. « Assez longtemps. » Signez l'accord, Vivien. Repartez avec quelque chose au lieu de rien. Ses yeux ont brillé. Et si je ne le fais pas, si je conteste, je pourrais m'adresser aux médias. Un homme riche maintient sa femme dans l'ignorance et mène une double vie. Max a souri, mais c'était le sourire glacial d'un prédateur. J'ai aussi préparé un dossier de presse, avec des preuves de vos liaisons, de vos manipulations financières, de la façon dont vous avez traité votre mère, de vos commentaires à nos filles à mon sujet. Êtes-vous prêt à ce qu'Audrey et Pénélope découvrent ce côté de vous? À l'évocation de leur fille, Vivien pâle. Où sont-elles? Que leur avez-vous dit? Je ne leur ai dit que la vérité, avec des preuves qu'elles peuvent vérifier de manière indépendante. Ce qu'elles décident de faire de ces informations leur appartient. Vivant a fixé le contrat un long moment. Puis, vers son mari, cet étranger qu'elle n'avait apparemment jamais vraiment connu. Qui êtes-vous? A-t-elle murmuré. Je suis exactement celle que j'ai toujours été, a répondu Max, vous n'avez simplement jamais pris la peine de regarder au-delà de ce que vous vouliez voir. Vivant a signé le contrat avec un elle serra la main. Ce faisant, Max remarqua un SMS sur son téléphone. V a reçu un nouveau contrat de la part de ton mari. 500 000 $ pour disparaître et ne plus jamais te contacter. Désolé, ma belle. Acceptez l'offre. Max s'autorisa un petit hochement de tête satisfait. Terence avait été encore plus facile à convaincre que prévu. Une dernière chose, dit Max alors que Vivien se levait pour partir. Ton nouvel appartement sera prêt demain. Une voiture viendra te chercher à midi. N'emporte que tes effets personnels. Tout le reste reste. Max, dit Vivien d'une voix brisée. Pourquoi m'as-tu tout caché pendant toutes ces années? L'argent, la compagnie. Était-ce juste pour me piéger? Non, dit Max pensivement. C'était un test que j'espérais désespérément que tu réussirais. Il leva les yeux vers elle, le regard clair et froid. Tu as échoué il y a longtemps, Vivien. J'ai juste enfin arrêté d'espérer que tu changerais. Chapitre 5. Le tournant. Le luxueux Penthouse qui servait de véritable résidence à Max occupait les 2 derniers étages d'un immeuble discret du quartier financier de Boston. Peu de gens connaissaient son existence, un choix délibéré que Max avait fait des années auparavant pour séparer sa vie publique de sa vie privée. Le lendemain de sa rencontre avec Vivant, il était assis dans son bureau à la maison, examinant des rapports, lorsque le système de sécurité annonça la visite de ses filles. Max les observa sur l'écran tandis qu'ils entraient dans l'ascenseur privé, l'air nerveux et déplacé. Lorsqu'ils entrèrent dans le Penthouse, leur stupeur était palpable. L'espace contrastait fortement avec la modeste maison coloniale où ils avaient grandi. Minimaliste, élégant, avec des œuvres d'art de qualité muséale et une vue imprenable sur la ville. « Papa » appela Audrey avec hésitation. Max sortit de son bureau. « Merci d'être venu. Voulez-vous du café? Qu'est-ce que cet endroit? » demanda Pénélope, tournant dans un cercle lent pour admirer les environs. « Ma maison » Max a simplement répondu. Au cours des 15 dernières années, pendant que nous grandissons, Audrey a commencé dans une maison parfaitement confortable de 4 chambres dans un quartier sûr avec d'excellentes écoles. Max a fini. Oui. Elle était différente. Est-ce ainsi qu'elle le lance? Max a fait un geste pour eux de s'asseoir dans le salon. A-t-elle mentionné qu'elle a systématiquement trahi notre mariage depuis au moins 5 ans?
Ou qu'elle avait prévu de me divorcer une fois qu'elle avait obtenu suffisamment d'actifs? Ou peut-être vous a-t-elle expliqué comment elle avait été mentie sur votre situation financière toute votre vie? Ils sont réels pour les fonds de la collège. Elle nous a dit des choses sur maman, des modèles que nous n'avons jamais remarqués. S'effondrer de leur compréhension de leur famille. Je ne m'attends pas à ce que vous choisissiez des côtés, a-t-il finalement dit. Quoi qu'il arrive entre votre mère et moi, vous êtes tous les deux mes filles. Cela ne changera jamais. Mais vous faites déménager à maman dans le New Hampshire. Pénélope a protesté. Vous en sortez tout d'elle. Pas tout. Max corrigeait. Elle aura un endroit confortable pour vivre, une allocation suffisante pour ses besoins et la possibilité de reconstruire une relation avec sa mère. Ce qu'elle n'aura pas, c'est la richesse qu'elle s'attendait à extraire de notre mariage. Elle n'aura pas non plus Terence qui a accepté de l'argent pour disparaître. Elle t'a trompé, a dit Audrey franchement. Plusieurs fois apparemment, et elle nous a menti toute notre vie. Pourquoi n'avez-vous pas divorcé d'elle il y a des années lorsque vous avez découvert pour la première fois? L'expression de Max s'est légèrement adoucie. À cause de vous aussi. Je voulais que vous ayez une famille intacte au moins du lycée. Et peut-être que j'ai continué à espérer qu'elle changerait. Pénélope, toujours le jumeau plus émotionnel, avait des larmes aux yeux. Toutes ces fois où elle nous a dit que vous nous reteniez financièrement, que nous ne pouvions pas nous permettre des choses parce que vous ne travailleriez pas plus dur. Je suis désolé que vous ayez été mis dans cette position, a déclaré Max sincèrement. J'ai aussi fait des erreurs. Mon secret, tout en étant destiné à protéger notre famille, a clairement eu des conséquences imprévues. Audrey, toujours pratique, se pencha en avant. Que se passe-t-il maintenant à nous tous? Cela dépend en partie de ce que vous voulez tous les deux, a répondu Max. Vous êtes adultes maintenant. Vous pouvez choisir de maintenir des relations avec votre mère et moi ou de vous concentrer sur votre éducation et de nous résoudre nos problèmes sans votre implication. Les jumeaux ont échangé un autre look. Nous voulons vous connaître. Audrey a dit enfin le vrai vous, pas la version que maman a décrite toutes ces années. Et Pénélope a ajouté, nous voulons comprendre notre histoire familiale, d'où tout cela vient, qui nous sommes vraiment. Max a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Espoir. J'aimerais beaucoup ça. La conversation a duré des heures avec Max partageant l'histoire de l'évasion de son grand-père de la Russie avec des secrets scientifiques, ses propres premiers travaux en pharmaceutique et l'empire qu'il avait construit tout en conservant sa couverture comme un modeste chercheur scientifique. Le soir, lorsque les jumeaux se sont préparés à partir, une nouvelle compréhension avait commencé à se former entre eux. Pas encore le pardon ou la réconciliation complète, mais une base pour quelque chose qui pourrait éventuellement guérir. Alors qu'ils attendaient l'ascenseur, Pénélope a demandé tranquillement, « Papa, tu pardonnerais-vous jamais maman ?» Max a soigneusement examiné la question. Le pardon nécessite des remords, Pénélope. Vraiment remords, pas seulement le regret d'être pris. Ta mère n'a pas encore montré cette capacité. Et si elle le fait, a pressé Audrey. Ensuite, elle aura grandi en tant que personne, a répondu Max, mais notre mariage est terminé malgré tout. Certaines trahisons ne peuvent pas être défaites. Après le départ de ses filles, Max a mis à jour ses plans. Leur réaction avait été meilleure que ce qu'il avait osé présenter. Pour sa mère. Prends ça dépend d'elle. Et la phase suivante, a demandé Ford. Max se tourna vers le mur des moniteurs affichant divers aspects de son plan en cours. Nous nous concentrons sur l'apprenti Douglas et son réseau. Je veux que chaque homme impliqué dans ce schéma prédateur exposé et neutralisé. Terence est déjà dans un avion pour l'Australie avec son gain et un billet aller simple. Ford a rapporté. Bon. Il est le moindre d'entre eux, juste un outil. Douglas et les autres qui facilitent ces arrangements sont le vrai problème. L'expression de Max s'est endurcie. Au moment où je suis terminé, personne à Boston n'osera s'engager à nouveau dans sa marque d'exploitation particulière. Chapitre 6, le dévoilement. Le gala annuel de charité annuel du Westridge Country Club a été le premier événement social de Boston, attirant l'élite de la ville pour une soirée de philanthropie et de statut de performance. Au cours des années précédentes, Max avait évité l'événement, envoyant vivant avec un chèque de don alors qu'il prétendait travailler tard. Cette année, cependant, Maxwell Donagh est arrivé seul, provoquant une ondulation de chuchotement en entrant dans la grande salle de bal. Les rumeurs de la séparation de Vivant s'étaient propagées dans les cercles supérieurs de Boston, ainsi que les spéculations sur sa richesse et sa position nouvellement révélée. Max a appelé Bernard Whitmore,
président du conseil d'administration du club et une connaissance de longue date. Splendide de vous voir, même si je dois dire que nous avons été surpris lorsque vous avez acheté ces actions la semaine dernière. Un investissement en retard depuis longtemps, a répondu en douceur. J'ai toujours apprécié l'atmosphère du club. Bernard baissa la voix. J'espère qu'il n'y a pas de rancune à propos de cette malheureuse entreprise avec l'instructeur de tennis de votre femme. Le conseil d'administration n'en avait aucune idée. Bien sûr. Bien sûr que non, dit Max avec un mince sourire. L'eau sous le pont maintenant. Alors que Max circulait à travers la pièce, il a noté avec satisfaction combien d'élites sociales de Boston l'ont soudainement trouvé fascinant. Les mêmes personnes qu'il avait auparavant considérées comme un mari banal de vivant. Le pouvoir de la perception était remarquable. De l'autre côté de la pièce, il a repéré l'apprenti Douglas à l'air inconfortable, soignant un verre dans un coin tout en évitant le contact visuel. À côté de lui se tenait Roland Wakefield, un autre des associés commerciaux de Terran qui reliait le tennis pro avec des cibles potentielles. Max les approchait directement, appréciant comment Douglas pâle visiblement. Messieurs, Max les a salués. Belle soirée, n'est-ce pas? Donag. Roland hocha la tête raidement. Clairement incertain comment réagir. Surpris de vous voir ici après les récents événements. La vie est pleine de surprises. Répondit Max agréablement. Douglas l'a certainement découvert cette semaine. Douglas a avalé dur. Max à ce sujet. Je veux que tu saches. Enregistrez-le. Max l'a coupé. Sa voix toujours. Agréable, mais ses yeux froides. Je ne suis pas là pour les excuses. Je suis ici pour vous faire savoir tous les deux que votre modèle commercial particulier n'est plus opérationnel à Boston. Roland fronça les sourcils. Je ne sais pas ce que vous impliquez. Aucune implication, Roland. Juste des faits. Max a siroté son champagne. Douglas a déjà fourni une déclaration complète sur votre arrangement avec Terence Walsh et d'autres professionnels similaires. La documentation est assez approfondie. La couleur s'écoulait du visage de Roland. Vous ne pouvez rien prouver. J'ai déjà. Max regarda entre les deux hommes. Douglas a choisi la coopération. Vous avez la même opportunité. Mon avocat vous contactera demain. Restitution aux femmes que vous avez aidées à frauder. Une déclaration complète. Et vous pourriez éviter les accusations criminelles. Alors que Max s'éloignait, il entendit Roland siffler à Douglas. Qu'avez-vous dit, salaud sans spin? La confrontation a été interrompue par l'arrivée des filles de Max, qui sont entrées ensemble dans la salle de bal. Ils avaient accepté de le rencontrer lors de l'événement, leur première apparition publique en tant que famille depuis la séparation. Les têtes se tournèrent alors qu'ils se dirigeaient vers leur père. Les deux jeunes femmes s'étaient habillées avec élégance mais conservatrice, après avoir rejeté les conseils précédents de leur mère pour révéler la tenue pour de tels événements. Tu es venu, dit Max, un vrai plaisir dans sa voix. Nous avons dit que nous le ferions, a répondu Audrey, acceptant un verre de champagne d'un serveur qui passe. Pénélope jeta un coup d'œil nerveusement. Tout le monde regarde. Laissez-les, dit simplement Max. Ce soir marque un nouveau chapitre. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Max a présenté à ses filles des personnalités clés de la communauté des affaires de Boston, des connexions qui pourraient bénéficier à leur future carrière. Il a parlé ouvertement de son société pharmaceutique et fondation de recherche. Ne se cachant plus derrière son image cultivée de la modestie académique. Vers minuit, alors que le gala se terminait, Bernard Whitmore a tincé un verre pour l'attention et a invité Max sur le podium. Un développement inattendu. Mesdames et messieurs, Bernard a annoncé, nous avons un ajout surprise à notre programme. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Maxwell Donag est récemment devenu un partisan majeur de notre club. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est également devenu le plus grand donneur de l'histoire de notre initiative de charité annuelle. Max, pourriez-vous dire quelques mots? Alors que Max s'approchait du podium, les murmures ont percuté la foule. Ce n'était pas l'académique à la retraite qu'il pensait savoir. Merci, Bernard, commença Max, depuis de nombreuses années, j'ai observé cette communauté à une certaine distance. Certains d'entre vous pensaient que vous me connaissiez comme le mari de Vivian Donag, un modeste chercheur. Il a permis à un petit sourire. Les apparences peuvent être trompeuses. La salle était tout à fait silencieuse maintenant. Ce soir,
Je suis heureux d'annoncer la création de 50 millions de dollars. La fondation de Donahue se concentrera sur les missions principales et la recherche éthique de l'éthique et de la progression éthique et de la recherche sur les familles affectées, avocation éthique et pharmacie fraude. Notre première initiative est un partenariat avec le bureau du procureur de district pour enquêter sur un certain schéma de comportement prédateur qui ciblait des individus riches dans notre communauté. Son regard a balayé de manière significative Douglas et Roland, qui semblaient être malades. La vie nous donne souvent des opportunités déguisées en revers. Max a conclu, mes récents défis personnels ont clarifié ce qui est vraiment important, l'intégrité. Je vous invite tous à me rejoindre pour soutenir ces valeurs. Les applaudissements étaient tonitruants, bien que teintés de nervosité de certains quartiers de la pièce. Alors que Max rejoignait ses filles, Pénélope a chuchoté, c'était plus que Charity, n'est-ce pas? Tout a plusieurs objectifs, a répondu Max tranquillement. Leçon 1 dans la pensée stratégique. Audrey a étudié son père avec une nouvelle appréciation. Vous planifiez cela depuis longtemps. Je préfère être préparé à toutes les éventualités. A reconnu Max. Alors qu'il se préparait à partir, Bernard s'est approché avec une expression concernée. Discours brillant, Max. Vraiment. Mais je viens de recevoir un appel plutôt alarmant. Il semble que les journalistes aient reçu des conseils anonymes sur certaines activités peu recommandables impliquant des membres du club et du personnel. Ils attendent à l'extérieur des commentaires. Max a affecté la surprise. Comme c'est malheureux. Quels membres sont impliqués? Bernard se pencha plus près. Roland Wakefield, Douglas Apprenti et plusieurs autres. Quelque chose dans un programme impliquant des instructeurs de tennis et des clients mariés vulnérables. Cela semble absurde, mais les journalistes prétendent avoir une documentation. Comme c'est choquant, a déclaré Max, son expression appropriée. Le club devrait probablement se distancier immédiatement. Peut-être une déclaration sur la coopération avec toute enquête. Oui, bien sûr, Bernard a accepté à la hâte. Serez-vous bien en quittant ce cirque multimédia? Je crois que nous gérerons, a répondu Max calmement. Après tout, nous n'avons rien à cacher. Alors que Max et ses filles partaient à travers l'entrée avant, les caméras ont clignoté et les journalistes ont appelé des questions. Pas à eux, mais à des hommes en cendres, les hommes sont escortés en dehors des sorties par la sécurité. Avez-vous fait ça? Demanda Pénélope une fois dans la voiture de Max, affichait les médias. Je crois à la transparence, a répondu Max cryptiquement, en particulier en ce qui concerne les questions d'intérêt public. Le téléphone d'Audrey a bourdonné d'une alerte de nouvelles. Elle l'a lu à haute voix. Boston Elite a exposé. Country Club Sex Scandale implique des hommes d'affaires importants. Il frappe déjà les sites d'information. C'était rapide, a fait remarquer Pénélope. La vérité, une fois libérée, a tendance à se déplacer à son rythme, a observé Max, dirigeant son conducteur vers son Pantouse. La partie difficile est de décider quand la libérer. Alors qu'il traversait la nuit, Max a réfléchi au développement de la soirée. La deuxième phase de son plan était terminée. L'exposition publique du réseau qui avait facilité la trahison de sa femme. Les hommes impliqués feraient face à des conséquences juridiques et sociales bien au-delà de ce qu'il aurait pu organiser en privé. Plus important encore, ses filles commençaient à comprendre qui il était vraiment. Pas le pushover que leur mère a décrit pendant des années, mais un homme de calcul, de principe et, si nécessaire, de rétribution contrôlée. Papa, dit Audrey avec hésitation. Que arrive-t-il à maman maintenant? Avec tout cela qui sort publiquement, votre mère est en toute sécurité éloignée du scandale, leur a assuré Max. Son nom n'apparaît dans aucun rapport. Elle a la chance de recommencer dans le New Hampshire, loin de ses influences. C'est étonnamment miséricordieux, a noté Pénélope. La miséricorde et la justice ne s'excluent pas mutuellement, a répondu Max. Les coupables sont punis. Votre mère a perdu ce qu'elle appréciait le plus, le statut, le luxe, la position sociale, mais elle a la possibilité de reconstruire une vie en fonction de quelque chose de plus substantiel. Pensez-vous qu'elle le fera? Demanda Audrey. Max le considérait. Les gens changent rarement fondamentalement, mais parfois lorsque toutes leurs illusions sont supprimées, ils découvrent des vérités sur eux-mêmes qu'ils ont évitées. Nous verrons. Chapitre 7. Les profondeurs des conséquences. 3 mois après le scandale du gala de charité, le paysage social de Boston avait été modifié en permanence.
L'apprenti Douglas s'était enfui en Floride après avoir réglé plusieurs poursuites en cours d'anciens clients de son service d'introduction. Roland Wakefield a fait face à des accusations criminelles pour fraude et extorsion. Le Westridge Country Club avait subi une refonte complète du conseil d'administration avec Maxwell Donagh qui était maintenant président. Par un matin d'automne net, Max était assis dans son bureau à Helix Pharmaceuticals, ne cachant plus sa connexion avec la société qu'il avait construite. Sur son bureau se trouvait le Boston Globe du matin, mettant en vedette une histoire de première page sur la dernière initiative de la Fondation Donagh, finançant la recherche sur les maladies rares négligées depuis longtemps. Son assistant a annoncé un visiteur inattendu, Calvin Lockhart, le frère de Vivien. Calvin est entré nerveusement, semblant considérablement plus professionnel que lorsque Max l'avait vu pour la dernière fois au Vermont. Les frais de consultation et l'emploi ultérieur dans l'une des filiales de Max avaient apparemment motivé un changement de style de vie important. Monsieur Donagh, commença Calvin maladroitement. Merci de m'avoir vu sans rendez-vous. Que puis-je faire pour toi, Calvin? Demanda Max, restant assis. C'est à peu près viand. Calvin a déplacé inconfortablement. Je lui ai rendu visite le week-end dernier dans le New Hampshire. Elle ne va pas bien. L'expression de Max est restée neutre. Elle a un logement adéquat, une allocation mensuelle et un accès aux soins de santé. Définissez pas bien. Elle boit trop, quitte à peine l'appartement, sauf pour voir maman, ce qui était votre exigence. Elle est cassée, Max, et cela vous concerne maintenant parce que Calvin a tressailli par la froideur dans le ton de Max. Écoutez, je sais que ce qu'elle a fait était mal. Je l'ai aidée, lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais elle est toujours ma sœur. Que demandez-vous exactement, Calvin? Peut-être un peu soulagé. Laissez-la bouger ailleurs en plus du New Hampshire. Elle a servi 3 mois de ce qui ressemble à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Max le considérait, étudiant le frère de Vivant. Votre préoccupation est notée. Y a-t-il autre chose? Calvin hésita, puis tendit sa veste et sortit une enveloppe. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Dit que ce n'était pas pour les avocats ou quoi que ce soit formel, juste pour que vous puissiez lire. Max a accepté l'enveloppe sans l'ouvrir. Merci de l'avoir livrée. Reconnaissant le licenciement, Calvin se tenait pour partir. À la porte, il s'arrêta. Pour ce que ça vaut, monsieur Donagh, le travail que vous avez organisé pour moi. Cela a changé ma vie. Première opportunité légitime que j'ai jamais eue. J'apprécie cela, même si je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Après le départ de Calvin, Max a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Vivant. La première communication directe depuis leur réunion au Harborview 3 mois plus tôt. Max, je ne m'attends pas à un pardon ou même à une compréhension. Ce que je vous ai fait au fil des ans est impardonnable, et je le vois clairement maintenant. L'ironie n'est pas perdue pour moi que je n'ai reconnu votre vraie valeur que lorsque vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. L'homme que je n'ai jamais pris la peine de voir sous la façade. Ces mois en exil m'ont donné le temps de réfléchir. Maman et moi parlons maintenant, parlons vraiment. Elle m'a montré des miroirs que j'ai évités toute ma vie. Ce n'est pas joli. Je ne vous demanderai pas de modifier les termes de notre arrangement. Je ne mérite pas mieux, mais je voulais que vous sachiez que je suis vraiment désolé pour la douleur que je vous ai causée. Pas désolé d'avoir été pris. Pas désolé d'avoir perdu le style de vie. Désolé d'avoir trahi la seule personne qui m'aimait vraiment pour qui j'étais. Défaut et tout. Les filles me disent que vous allez bien. Je suis content qu'ils parlent de toi avec respect maintenant. Quelque chose que je leur ai volé trop longtemps avec mes mensonges. Je ne sais pas si vous lirez ceci ou si vous obtenez simplement vos avocats le déposer, mais je devais l'écrire malgré tout. Vivien. Max a lu la lettre 2 fois, puis l'a mis de côté, son expression réfléchie. Il a pressé l'interphone. Patricia, veuillez demander à Ford de me rejoindre. Lorsque Ford est arrivé, Max lui a tendu la lettre de Vivant. Que faites-vous de cela? Ford l'a lu avec précaution. Pourrait être authentique. Pourrait être une autre manipulation. Difficile à dire avec elle. Mais pensez exactement, Max a accepté. Organiser une surveillance supplémentaire dans le New Hampshire. Je veux savoir si ce remords apparent se traduit par un changement de comportement réel. Et si c'est le cas, a demandé Ford, alors nous réévaluons attentivement. Plus tard dans la soirée, Max a rencontré ses filles pour dîner dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. Les 2 jeunes femmes étaient retournées à l'université après le bouleversement de l'été,
mais ont pris le temps pour les dîners hebdomadaires avec leur père. Comment est le nouveau projet de recherche? Demanda Audrey en attendant leur repas. Elle avait commencé un stage à la division de recherche Helix Pharmaceuticals, montrant une aptitude naturelle pour l'entreprise familiale. Prometteur, a répondu Max. Les résultats de l'essai pour le nouveau système de livraison dépassent les attentes. Pénélope, qui avait choisi un chemin différent, la psychologie en mettant l'accent sur les systèmes familiaux, a étudié attentivement son père. Tu sembles distrait ce soir, papa. Max sourit légèrement. Sa fille cadette de 7 minutes avait toujours été perspicace. J'ai reçu une lettre de votre mère aujourd'hui. Les deux jumeaux se sont redressés, échangeant des regards rapides. Qu'a-t-elle dit? Demanda Audrey avec prudence. Elle a exprimé des remords. Prétendait réfléchir à ses choix. La croyez-vous? Demanda Pénélope. Max a considéré la question. Je réserve un jugement. Les gens peuvent changer, mais cela nécessite généralement une motivation importante et des efforts soutenus. Nous lui avons parlé hier. Audrey a admis. Elle semble différente, moins défensive, plus disposée à admettre ses erreurs. Elle a posé des questions sur vous, a ajouté Pénélope. Pas sur l'argent ou le divorce ou quoi que ce soit pratique. Elle voulait savoir si vous étiez heureux. Max haussa un sourcil, vraiment surpris. Et que lui avez-vous dit? Que vous semblez plus vous-même maintenant. Audrey a répondu. Plus authentique que jamais lorsque vous étiez ensemble. La conversation s'est déplacée vers d'autres sujets, mais Max s'est retrouvé à revenir sur les pensées de la lettre de Vivant tout au long de la soirée, non pas par attachement persistant, mais de la curiosité naturelle d'un scientifique quant à savoir si le changement fondamental du caractère était vraiment possible. Après le dîner, alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Pénélope a demandé tranquillement, « Papa, si maman change vraiment, envisageriez-vous jamais de la pardonner ?» Max s'est arrêté, considérant attentivement sa réponse. Le pardon n'est pas une transaction simple, Pénélope. Il n'échange pas les conséquences ou ne rétablit pas la confiance. Mais est-ce possible? Elle a pressé. Je peux reconnaître de véritables remords s'il existe, a déclaré Max. Je peux même respecter les efforts sincères pour changer, mais certaines trahisons modifient le paysage en permanence. Il n'y a pas de retour à ce qui était auparavant. Audrey, toujours pratique, a posé la question à l'évitement de sa sœur. Allez-vous faciliter ces restrictions? Laissez-la quitter le New Hampshire. Peut-être augmenter son allocation. Peut-être que Max a permis si son comportement au fil du temps suggère une véritable croissance plutôt que des performances temporaires pour un public. Alors qu'il rentrait seul à la maison, Max s'est retrouvé à une sorte de carrefour. Les premières phases de son plan avaient parfaitement exécuté. Vivant avait été retiré de sa vie, a révélé sa véritable identité, ses filles ont mis en confiance, et ceux qui avaient facilité la trahison de sa femme avaient fait face à la justice. Ce qui est resté, c'est la question du genre d'homme qu'il souhaitait être au lendemain. Imageux jusqu'à la fin ou capable de mesurer la clémence lorsqu'il est justifié. Il n'avait pas encore de réponse, mais pour la première fois depuis des mois, il s'est permis de considérer la possibilité que même Vivien Lockhart pourrait être capable d'un véritable changement. Chapitre 8. Le rééquilibrage. 6 mois après la lettre de Vivant, Winter s'était installé sur Boston. Max avait établi une nouvelle normale, dirigeant ouvertement ses entreprises, développant des relations plus étroites avec ses filles, et réintégrant même prudemment les cercles sociaux selon ses propres termes. La fondation Donag était devenue son objectif public avec des initiatives qui combinaient stratégiquement ses intérêts scientifiques avec des messages subtils sur la confiance et la responsabilité. La presse l'avait surnommé le milliardaire énigmatique de Boston, fasciné par la double vie qu'il avait maintenue pendant des décennies. Par un matin enneigé de décembre, Max a reçu un appel inhabituel de Lillian Lockhart. Monsieur Donag, Lillian a commencé officiellement. J'espère que je ne dépasse pas directement en vous contactant directement. Pas du tout, Madame Lockhart. Comment trouvez-vous vos nouveaux logements? Max avait pris des dispositions pour qu'elle déménage dans une suite premium peu de temps après la relocalisation de Vivant au New Hampshire. Très adorable, merci. Mais ce n'est pas pour cela que j'appelle. Elle fit une pause. C'est à peu près viand. La poignée de Max s'est resserrée imperceptiblement au téléphone. Va-t-elle bien? Physiquement, oui. Mais je crois que vous devriez savoir quelque chose. Elle fait du bénévolat dans un refuge pour femmes ici à Portsmouth,
3 jours par semaine au cours des 4 derniers mois, conseillant des femmes qui ont laissé des relations abusives ou ont été confrontées à une exploitation financière. Il s'agissait d'informations inattendues. La surveillance de Max avait confirmé les visites régulières de Vivant à sa mère, mais n'avait pas signalé cette évolution. C'est louable, a déclaré Max avec soin. Elle ne sait pas que je t'appelle, a poursuivi Lilian. Elle ne le fait pas pour le spectacle. Pas de publication sur les réseaux sociaux, aucune tentative de le tirer parti pour la sympathie. Elle fait juste le travail. La voix de Lilian s'adoucit. J'ai connu ma fille toute sa vie, monsieur Donag. Je ne l'ai jamais vu investir dans quelque chose qui n'a pas fourni un avantage personnel immédiat. Les gens peuvent nous surprendre, a reconnu Max. En effet, ils le peuvent. Parfois, même. Lilian s'arrêta à nouveau. Elle est également sobre depuis 5 mois. Assiste régulièrement aux réunions. Merci d'avoir partagé cela, Madame Lockhart. J'apprécie votre bandée. Après avoir terminé l'appel, Max était assis dans un silence réfléchi. Puis il a convoqué fort. J'ai besoin d'aller au New Hampshire, dit-il simplement. Disposez-le tranquillement. Portsmouth? Le New Hampshire était une ville côtière pittoresque qui portait bien l'hiver. Son architecture coloniale améliorée par la neige fraîchement tombée. Max a regardé de sa voiture garée comme Vivant émerger du centre féminin où elle s'est portée volontaire. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des vêtements plus simples et des cheveux coupés plus courts qu'elle ne l'avait porté pendant leur mariage. Elle a marché avec une femme qui semblait être en détresse, parlant encourageant et la guidant vers un café de l'autre côté de la rue. Max a suivi à une distance discrète, prenant une table dans le coin où il pouvait observer sans être immédiatement remarqué. Pendant près d'une heure, il a regardé Vivant écouter attentivement la femme, offrant parfois ce qui semblait être des conseils pratiques. Quand ils se sont séparés, Vivant étreint la femme chaleureusement. Ce fut un tel contraste avec le Vivant qu'il avait connu, le grimpeur social, calculant toujours les angles, jouant toujours pour un public, que Max s'est retrouvé vraiment intrigué. Alors que Vivien rassemblait ses affaires pour partir, elle l'a finalement remarqué. La couleur s'est épuisée de son visage et elle se figea momentanément avant de s'approcher de sa table avec une appréhension visible. « Max, dit-elle doucement. C'est inattendu. Puis-je vous rejoindre ? Demanda-t-il, faisant un geste vers la chaise en face de lui. Vivien hocha la tête, s'asseyant soigneusement. Comment m'as-tu trouvé ? J'ai toujours su où tu es. Max a répondu en fait. Ta mère m'a appelé ce matin. Maman. Vivien avait l'air surpris. Ce n'était pas soudain. C'était cumulatif. Perdre tout. Être obligé de faire face à ma mère chaque semaine. La personne qui connaît tous mes pires modèles et ne me laissera pas me cacher. Voir nos filles vous choisir parce que vous leur avez offert la vérité pendant que je leur ai donné la manipulation. Elle fit une pause. La plupart du temps, c'était enfin de vous voir clairement. L'homme que vous êtes réellement, pas la fiction pratique que j'ai créée. Et qui suis-je dans votre évaluation actuelle ? Demanda Max vraiment curieux. Quelqu'un avec intégrité. Quelqu'un qui valorise la vérité au-dessus du réconfort. Quelqu'un capable de justice et de miséricorde. Elle a rencontré ses yeux directement. Quelqu'un que je n'ai jamais mérité. Max l'a étudié, à la recherche de signes de l'ancien Vivant. L'émotion performative, la vulnérabilité calculée qu'elle avait utilisée si efficacement tout au long de leur mariage. Il a trouvé à la place une brutalité, une franchise qu'il n'avait jamais vue en elle auparavant. J'ai reçu un mot de mes avocats hier, a déclaré Max, changeant de direction. Le divorce est définitif. Vous devriez bientôt obtenir les documents. Je sais, dit doucement Vivien. Mon avocat m'a appelé. J'ai fait quelques ajustements au terme, Max a continué. L'appartement est maintenant en votre nom, pas une location. L'allocation mensuelle a été modestement augmentée et les restrictions géographiques ont été levées. Vous n'êtes plus obligé de rester dans le New Hampshire. Vivant leva les yeux, surprise. Pourquoi ? Votre mère parle fortement de vos efforts. Ma surveillance confirme le changement de comportement soutenu. Les termes ont toujours été destinés à être punitifs mais aussi en réadaptation. Vous semblez réhabilité. Merci, dit-elle simplement. Bien que je ne sois pas sûr de vouloir quitter Portsmouth maintenant. J'ai commencé à construire quelque chose ici, quelque chose de réel. Max hocha la tête, un soupçon d'approbation dans ses yeux.
Le choix vous appartient maintenant. Alors qu'il se préparait à partir, a demandé Vivant, Max, les filles ont mentionné que vous organisez Noël dans votre pantouse. Êtes-vous heureux maintenant? Vraiment, la question l'a attrapé légèrement off-guard. Je suis en paix, répondit-il attentivement. Je ne vis plus divisé contre moi-même. C'est sa propre forme de bonheur. Vivant sourit tristement. Je suis content. Vous méritez autant au moins. Max se tenait à partir mais s'arrêta. Le centre féminin où vous faites du bénévolat. Ont-ils besoin d'un soutien financier? Toujours. Vivant a répondu. Ils opèrent avec un budget de bouffée. Max hocha la tête. Je vais demander à la Fondation Donag de les contacter de manière anonyme. Il l'apprécierait, a déclaré Vivien. Et moi aussi. Alors que Max s'éloignait, il réalisa quelque chose d'inattendu. La colère brûlante qui avait alimenté sa vengeance méticuleuse s'est refroidie. Pas dans le pardon. Exactement. Mais dans quelque chose de plus comme l'indifférence. Vivant n'a plus tenu de pouvoir sur ses émotions, positives ou négatives. C'était, a-t-il décidé, la victoire finale. La liberté non seulement de sa trahison, mais de son emprise sur sa psyché. Chapitre 9. Le calcul final. Le printemps est arrivé à Boston avec son mélange habituel de froid persistant et de nouvelles croissances provisoires. Un an s'était écoulé depuis le jour où Vivant avait jeté les affaires de Max sur leur pelouse trempée de pluie, organisant des événements qui avaient transformé leur famille pour toujours. Max se tenait à la fenêtre de son pantouse, regardant la ville se réveiller en dessous. Voir l'homme que tu es vraiment faire ce que tu étais censé faire. La personne que j'aurais dû soutenir au lieu de saper. Avant que Max puisse répondre, ils furent interrompus par Bernard Whitmore. Max, quelle cérémonie! Bernard s'enthousiasma avant de remarquer Vivant. Oh, Madame Donag. Je ne savais pas que vous l'étiez. C'est Mademoiselle Lockhart, maintenant. Corrigea doucement Vivant. Et je ne suis qu'une invitée, Bernard. Ici pour soutenir une cause importante. Elle s'excusa gracieusement et se dirigea vers la sortie. Max la regarda partir, remarquant l'absence de cette performance sociale manipulatrice qui la caractérisait autrefois. Plus tard dans la soirée, Max était assis dans son bureau à domicile, passant en revue les événements de la journée. Sur un coup de tête, il ouvrit son serveur sécurisé et accéda au rapport de surveillance final sur Vivant. Il documentait une vie remarquablement transformée, un emploi stable au centre pour femmes, des cours réguliers pour son diplôme, une sobriété continue, une vie simplifiée axée sur le service plutôt que sur l'acquisition. Son téléphone sonna, un numéro bloqué. Maxwell Donag, répondit-il. C'est moi, dit simplement Vivien. La capacité de construire sa propre sécurité plutôt que de la rechercher en manipulant les autres. Je m'en occupe, promit Max. À la fin de l'appel, Max réalisa que la conversation manquait de l'attention à laquelle il s'attendait. À la place, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, une reconnaissance sereine de leur passé commun et de leur avenir séparé. 2 semaines plus tard, Max se tenait sur la plateforme d'observation de son centre de recherche à Cambridge, observant les scientifiques travailler dans les laboratoires en contrebas. Son téléphone vibra, un message de Ford lui parvint. Résolution finale prise. Terence Walsh expulsé d'Australie pour fraude au visa. Plus rien à régler. Max s'autorisa un léger hochement de tête satisfait. Le dernier acteur du drame de la dissolution de son mariage avait subi les conséquences finales. La boucle était bouclée. Son assistante s'approcha avec une tablette. Le conseil d'administration de la Fondation Donag avait approuvé à l'unanimité le financement du programme d'éducation financière du Centre pour femmes de Portsmouth. Ils ont été très impressionnés par la proposition. Dois-je traiter les dossiers de subvention? Oui, confirma Max. Et ajouter une subvention complémentaire confidentielle pour étendre les capacités du programme. Le montant total que j'avais indiqué hier. Bien sûr, monsieur. Vos filles vous attendent à votre bureau pour vous conduire à l'aéroport. Audrey et Pénélope effectuaient leur premier voyage international pour visiter le pays natal de leur arrière-grand-père. Un voyage de découverte du patrimoine que Max avait organisé comme cadeau de fin d'études. « Papa, es-tu sûr de ne pas venir avec nous ?» demanda Pénélope en entrant dans son bureau. « Ce serait tellement important de t'avoir là », lui expliquant le parcours de son grand-père Alexander. « Ce voyage te permettra de découvrir tes racines par toi-même, » répondit Max,
ma présence colorerait ton expérience. C'est ton chemin, alors qu'il se disait au revoir. Audrey demanda avec hésitation. Nous avons entendu dire que la Fondation avait approuvé le programme pour les mères. Merci pour cela. Le programme a du mérite, dit simplement Max. Son initiateur n'a aucune importance quant à sa valeur. Les jumeaux échangèrent un regard qu'il avait fini par reconnaître. Leur communication silencieuse lorsqu'ils évaluaient l'un de leurs parents. Tu as vraiment laissé tomber, n'est-ce pas, observa Audrey. La colère, la douleur. Pas oublié, précisa Max. Mais libéré de son pouvoir d'influencer mes décisions. Pénélope sourit. C'est le plus proche du pardon qu'on puisse trouver, n'est-ce pas, papa? Reconnut Max. Mais je préfère y voir de la clarté. Les gens doivent être vus pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient ou pour ce qu'ils prétendent être. Même s'ils changent, insista Pénélope. Le changement n'efface pas l'histoire, répondit Max, il crée un nouveau présent. Ta mère semble créer un présent précieux qui mérite d'être reconnu, mais pas de révision du passé. Après le départ de ses filles, Max retourna à la plateforme d'observation. En contrebas, des scientifiques travaillaient sur des traitements qui allaient sauver des milliers de vies. Son véritable héritage allait bien au-delà du drame personnel qui avait consumé l'année écoulée. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu, un lien vers un article de presse concernant la subvention de la Fondation Donna Hughes au Centre pour femmes de Portsmouth, accompagné d'un simple message. Merci d'avoir jugé ce travail sur le fond. Cela aidera de nombreuses femmes à trouver leur indépendance. Max, VL, ne répondit pas, mais ne bloqua pas non plus le numéro. Certaines portes restèrent fermées en permanence, mais les fenêtres pouvaient occasionnellement être ouvertes pour des besoins spécifiques et limités. En observant les scientifiques en contrebas, Max repensa au chemin parcouru depuis cette pelouse détrempée un an plus tôt jusqu'à ce moment d'accomplissement. Le mari, qui avait acquiescé calmement tandis que ses affaires étaient jetées sur l'herbe mouillée, n'avait pas fait preuve de faiblesse, mais de stratégie, conservant son énergie pour le véritable combat à venir. L'épouse, qui avait crié triomphalement qu'il fallait tout vider, avait raison sur un point, le mariage avait bel et bien été vidé de tout. Prétention, illusion, faux compromis. Et le document qui avait livide le visage de Vivant le lendemain n'était que la première page d'une longue histoire de justice. Non pas de vengeance, mais des conséquences proportionnées aux actes. Maxwell Donagh en était sorti non seulement riche et puissant, mais authentique. Un homme dont la vie extérieure reflétait enfin sa vérité intérieure. Il avait enseigné à ses filles la leçon la plus précieuse, l'intégrité, une fois compromise, ne peut jamais être pleinement restaurée. Mais de nouvelles fondations peuvent toujours être construites sur une compréhension plus claire. La vipère silencieuse, comme certains dans le monde des affaires de Boston l'avaient surnommée, avait frappé avec précision, détermination et finalité. Le poison avait été administré non par rage, mais par calcul, non pour détruire, mais pour la justice. Et maintenant, alors que le printemps apportait une nouvelle croissance à Boston, Maxwell Donagh regardait vers l'avenir plutôt que vers le passé. La victoire finale sur la trahison n'était pas la punition du traître, mais la libération de l'emprise de la trahison sur son avenir. C'est ici que notre histoire s'achève.